Est-on en train d'assister au comeback de Benyamin Netanyahou? De nouvelles élections auront en tout cas lieu en Israël à l'automne prochain et l'ancien Premier ministre compte bien en profiter pour revenir à la tête d'un État qu'il a dirigé pendant 15 ans, record de longévité. Voilà un livre qui tombe très bien. Bonjour Jacques Bendelak. Bonjour. Vous publiez aux éditions de l'Harmattan, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Merci d'être avec nous. 5e élection législative en moins de 4 ans. Quelle est la responsabilité personnelle de Benyamin Netanyahou dans cette instabilité politique selon vous? Écoutez, il n'y a aucun doute que s'il avait renoncé à la vie politique il y a 1 ou 2 ans, lorsque le pays est entré dans ces turbulences, il n'y a aucun doute que le Likoud et la droite auraient pu former un gouvernement déjà il y a 1 ou 2 ans. Hein. Et donc le fait qu'il se soit accroché à ce pouvoir a fait que on est entré dans une période de turbulence qui a fait que beaucoup de gens de la droite se sont opposés à lui. Et on voit bien que le gouvernement actuel de transition, Bennett, Lieberman, Saar, sont des anciens du Likoud qui ne se sont pas entendus avec Netanyahou et qui l'ont quitté et qui se sont opposés à lui lors des dernières élections. Alors dans votre livre, vous dressez un portrait d'Israël sous Netanyahou. C'est effectivement pas une biographie de Benyamin Netanyahou, c'est un portrait de ces années passées au pouvoir. Vous parlez de bibisme, on parle en Israël de bibisme. Quelle est la définition que vous donnez au bibisme? Alors, il n'y a pas de définition scientifique du mot bibisme, hein. C'est un terme qui est utilisé par les Israéliens eux-mêmes, hein, qui qualifient cette politique de bibisme. Le bibisme, c'est la politique qui a été mise en œuvre par Benyamin Netanyahou pendant ces 15 années au pouvoir comme Premier ministre, qui est à la fois une politique qui unit le nationalisme et le libéralisme de la droite, donc du Likoud, mais qui lui a associé une bonne dose de pragmatisme, de populisme, chose qui n'appartenait pas à la mouvance de la droite traditionnelle. Et c'est ce qui fait que finalement, il a pris beaucoup de décisions qui se sont opposées aux principes idéologiques de la droite. Hein. Il a annoncé beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Il s'est prononcé pour la solution à 2 États, Israël-Palestine, mais il ne l'a pas fait. Il s'est prononcé pour l'annexion des territoires palestiniens, mais il ne l'a jamais fait. Il s'est prononcé pour éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza, mais il ne l'a jamais fait. Ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas dit la vérité. Mais et donc, voilà. Alors, il a fait beaucoup de promesses non tenues, on va dire. Hein. Il a promis de résoudre la cherté de la vie en Israël. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il n'a jamais voulu le faire. Non pas parce qu'il n'a pas été capable de le faire. J'ai envie de vous dire, c'est un peu le lot de tous les politiques, d'une certaine manière. Dans une certaine manière, mais chez lui, ça a été exagéré. Dans la mesure où, d'abord, il a eu pour lui la longévité, hein, qui lui a permis, dans le temps, de s'imposer comme le meneur du pays. Et donc, il a mis en place non seulement une politique pragmatique, populiste, parce qu'il a essayé de faire plaisir à un plus grand nombre d'électeurs. Et donc, de ce point de vue-là, il a souvent favorisé la majorité de ses électeurs, mais il a, et ça on peut le dire très fortement, dénigré l'opposition, dénigré ses opposants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le débat politique en Israël, même aux élections actuelles, ce n'est pas droite contre gauche. C'est bibisme contre anti-bibisme. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ça remet en cause le jeu de la démocratie. Dans une démocratie, ce sont des idéologies qui s'opposent, pas des personnes. Et là, Netanyahou a, en 15 ans de pouvoir, personnalifié le pouvoir, un culte de la personnalité très fort, qui devient un pouvoir, j'allais dire, presque autoritaire, qui est l'inverse de la démocratie. Alors vous parliez tout à l'heure de l'histoire de la droite, vous êtes économiste, mais vous êtes aussi d'une certaine manière historien, en tout cas vous faites œuvre d'histoire dans ce livre. Quelle est la différence entre le bibisme et l'idéologie du grand-père de la droite israélienne, Menachem Begin? Dans les années 70-80, on parlait déjà d'une particularité du béguinisme dans les années 80, avec très à droite sur des sujets sécuritaires, sur le sujet national, et en même temps à gauche sur une conception du pouvoir, sur la place des Arabes dans la société israélienne. Oui, alors il faut quand même nuancer. C'est vrai que la droite a fourni au pays des grands ténors. Hein. Menachem Begin, vous l'avez dit, Ariel Sharon, Olmert par la suite, à gauche Yitzhak Rabin. Aucun d'entre eux n'a laissé derrière lui une idéologie qui porte son nom.
Le béguinisme, on en parle très peu, le sharonisme, pas du tout, le rabbinisme, pas du tout. Hein. Netanyahou a été le seul à laisser derrière lui une idéologie sous son nom. Ça veut bien dire que ce qu'il a fait dans la vie politique ne ressemblait pas toujours à ce qu'a fait Begin ou Sharon comme représentant du Likoud. Hein. Il a fait beaucoup plus. Il a fait une politique qui était à la fois, vous l'avez dit, de gauche mais de droite, mais en allant beaucoup plus loin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de gauche et de droite, on parle de bibisme ou anti-bibisme, parce qu'on a du mal à définir le bibisme en tant que tel. Je vous donne un exemple. Il a fait des gouvernements avec des ministres de la gauche. Ehud Barak a été son ministre des Finances, de la Défense. Il y a eu d'autres ministres de gauche, de centre-gauche. En revanche, il n'a jamais fait de gouvernement uniquement avec des ministres de droite. C'est quand même étonnant. Et c'est ça son pragmatisme, c'est-à-dire la façon de faire avancer les affaires de l'État, mais avec ses intérêts personnels et privés toujours très forts. Parce que finalement, en regardant bien, son objectif dans la durée, ça a été le pouvoir à tout prix. Et quand un homme politique recherche le pouvoir à tout prix, alors on met les idéologies à l'extérieur et on met la démocratie aussi de côté, hein, parce que le pouvoir à tout prix d'un seul homme, ce n'est plus un régime démocratique. Alors, parlons peut-être de la personnalité de Benyamin Netanyahou. Vous en parlez dans votre livre. Qui est Benyamin Netanyahou? Alors, il faut le rappeler, il est issu d'une grande famille révisionniste, avec le père qui est le grand historien Ben Sion Netanyahou. Il est autant américain qu'israélien. Il a passé la moitié de ses 40 premières années aux États-Unis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous expliquiez dans quelle mesure Netanyahou, qu'est-ce que Netanyahou dans quelle mesure il a été influencé par l'idéologie américaine, l'idéologie libérale, vous l'économiste? Alors, il a été totalement influencé puisqu'il est né dans il a baigné dans cette idéologie pendant la moitié de sa jeunesse. Hein. Vous savez, lorsqu'il est arrivé en Israël à 30 et quelques années, il avait passé plus de temps aux États-Unis qu'en Israël. Et donc, il a vécu dans le système américain, il a entièrement adopté le système libéral à la fois politique et économique. Hein. Il a amené avec lui les grandes théories libérales et économiques. Et donc, c'est un homme qui a grandi dans l'ambiance américaine, dans l'environnement américain, et qui va essayer d'amener toute cette idéologie américaine, libérale des États-Unis en Israël. Qui n'est pas une idéologie tellement connue, développée en Israël dans les années 50, 60, 70, c'est vraiment... Absolument, et qu'il va marquer et commencer à introduire en Israël, d'abord avec Menachem Begin en 77, au moment du tournant libéral, mais que Netanyahou va vraiment appliquer en Israël à partir de 2003, lorsqu'il va revenir comme ministre des Finances. Et c'est de cette date que je marque en fait le début de l'ultralibéralisme israélien à l'américaine, parce qu'il va adapter des méthodes américaines sur l'économie israélienne. Et il n'y a aucun doute que jusqu'à aujourd'hui, hein, il s'est toujours entouré de conseillers américains, de médias américains. C'est vraiment son Et il travaille même en anglais. Et il travaille en anglais, il écrit en anglais. Hein, il a failli adopter la nationalité américaine et puis au dernier moment, il a repoussé. Mais effectivement, c'est un Américain à Jérusalem. Et alors, quelles sont les grandes réformes, si vous deviez donner des réformes sous Netanyahou? Qu'est-ce qui a changé sous Netanyahou à partir de 2009 avec lui aux affaires donc, et ce retour aux affaires en 2009? Alors, ce qui a changé grandement, c'est bien sûr la libéralisation de l'économie et de la société israélienne, hein, qui est passée d'une économie socialiste à une économie beaucoup plus libérale, avec toutes les conséquences que l'on connaît, hein, l'aggravation de la pauvreté, l'enrichissement d'une certaine frange de la population, de grandes distorsions, la libéralisation de l'économie, les privatisations, donc vraiment une économie qui est devenue entièrement libérale. Je crois que c'est ça le grand projet, la grande réussite, entre guillemets, de Netanyahou durant ces années de Premier ministre. Et puis sur le plan politique, alors là, j'allais dire, il n'y a pas de réussite complète sur le plan intérieur, dans la mesure où, comme on l'a dit, il a tenu des promesses qui n'ont pas été tenues, il a fait des déclarations qui n'ont pas été tenues, hein. Il a essayé de jouer avec les réalités pour essayer de faire plaisir un petit peu tout le monde, donc ça n'a pas été une grande réussite sur le plan intérieur. En revanche, sur le plan de la politique internationale, sa grande réussite, bien sûr, aura été les accords d'Abraham avec certains pays arabes
du Golfe et le Maroc, qui effectivement a ouvert à Israël aujourd'hui des possibilités diplomatiques très importantes. Mais il faut le dire aussi, faire la paix avec les pays arabes, ça a été facile pour Netanyahou lorsque les pays arabes sont loin, mais lorsqu'ils sont à côté d'Israël, ça a été pour Netanyahou beaucoup plus difficile pour lui de faire la paix. Je veux dire, notamment sur la question palestinienne. Oui, mais pas seulement, avec les Égyptiens. Vous savez, Netanyahou n'a jamais rencontré le président égyptien. Pendant 11 ans, il n'a jamais rencontré un président égyptien. Chose ce que Bennett a fait dès qu'il est arrivé au pouvoir l'année dernière. Les relations avec l'Égypte, avec la Jordanie se sont refroidies beaucoup. Avec la Turquie, on a eu des relations qui sont retombées à un niveau très bas. Et donc, tous les pays de la région ont eu du mal à suivre et à s'accommoder de la politique de Netanyahou, notamment parce que sur le plan des relations israéliens-palestiniens, ça a été le statu quo total pendant 15 ans, puisque rien n'a bougé, et que ce statu quo a empêché d'améliorer les relations avec beaucoup de pays arabes, bien entendu, y compris l'Arabie saoudite d'ailleurs. Alors, vous écrivez le bibisme et depuis en Israël, l'idéologie dominante en Israël depuis 30 ans. Comment on en est arrivé là et est-ce que finalement le bibisme ou Benyamin Netanyahou ne touche pas une corde sensible chez les Israéliens? Est-ce qu'il n'y a pas, ils trouvent quand même quelque chose, l'Israélien se reconnaît aussi en Benyamin Netanyahou? Alors, c'est ça son savoir-faire, c'est qu'il a réussi pendant 30 ans, donc depuis qu'il est rentré dans la politique, il a réussi à toucher à la fibre de l'Israélien, qui est une fibre très identitaire. Vous savez, en Israël, il y a un vote, il y a une conscience identitaire sur lequel Netanyahou a beaucoup agi. C'est-à-dire qu'il s'est attiré des partisans pour lesquels, qui se reconnaissaient en lui. C'est-à-dire principalement les séfarades, les religieux et les pauvres. C'est ça le public qui soutient Netanyahou. Alors qu'il mène une politique de droite. Exactement. Et les classes populaires votent pour lui. Comment vous l'expliquez? Et alors que son profil est contraire. Comment vous l'expliquez? Ashkénaze, riche et laïque. Alors comment vous l'expliquez que les classes populaires votent toujours pour Benyamin Netanyahou? Reconnaissent en Benyamin Netanyahou? Parce que justement, il a réussi à les convaincre et à se présenter comme un sauveur de la nation. Et ça touche fortement notamment les couches les plus défavorisées, les moins cultivées, les plus pauvres. Il est le sauveur de la nation. Il a semé une crainte parmi la population, la peur de l'Iran, la peur des Palestiniens, la peur du coronavirus. Et à chaque peur, il a réussi à s'imposer comme le sauveur du pays. Et ça a traîné derrière lui beaucoup de partisans qui y ont cru, et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, une fois qu'il a divisé la droite et qu'il a écarté ses opposants, puisqu'il a écarté Sharon, il a écarté Olmert, il a écarté Bennett, il s'est attaché à se rechercher des partenaires qui vont accepter son rôle de sauveur du pays, son rôle, accepter son culte de la personnalité. Et ce sont eux qui ont fait le bibisme. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du bibisme, mais ce sont ceux qui sont ses partisans qui en ont fait une idéologie qui ne répond à aucune autre idéologie, puisqu'elle n'est ni de droite ni de gauche, enfin elle est plus à droite qu'à gauche, mais elle a des particularismes qui font que ce sont ses partisans à eux qui se sont convaincus, parce que Netanyahou, il faut le dire, est un bon communicant. Il a pris ça aux États-Unis aussi, il sait utiliser les médias, les réseaux sociaux, il sait quand parler, il sait quand ne pas parler, et tout ça il a très bien utilisé, et ça a joué en sa faveur pour justement s'imposer parmi certaines couches de la population qui sont aujourd'hui ses partisans et qui ne le quittent presque plus dans les élections. À quoi va ressembler la campagne électorale en Israël qui débute là, tout de suite, dans les jours qui viennent? Alors j'allais dire, malheureusement, encore une fois, ce ne sera pas une campagne idéologique comme les 2 ou 3 dernières campagnes israéliennes. Ce ne sera pas une campagne de la droite contre la gauche, du libéralisme contre le socialisme. Ce sera une campagne pro-bibiste et anti-bibiste. Et ça, on ne peut que le regretter parce que toute la campagne va tourner autour de la personnalité de Netanyahou. Et lorsqu'une campagne tourne autour de la personnalité d'un homme, c'est la démocratie qui est remise en cause. Et ça c'est dommageable à Israël comme société juive et démocratique. On est un petit peu plus juif et un petit peu moins démocratique. Et ça, je crois que c'est dommageable pour la société parce que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Et l'enjeu de ces élections ne sera pas l'avenir d'Israël, ce sera l'avenir de Netanyahou.
et c'est dommageable pour la démocratie, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie israélienne. Merci beaucoup, Jacques Bendelak. Je rappelle le titre de votre livre, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Vous allez pouvoir peut-être rajouter un chapitre hein, si Netanyahou venait à être Absolument, une suite au réélu. livre. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à Merci. mes questions.